Madame, Monsieur, bonsoir. Nous allons parler d'un insecte nuisible pour la santé humaine, mais aussi important pour la biodiversité. Vous imaginez certainement, on parlera des moustiques. Et pour en parler avec moi, j'ai quelqu'un qui s'y connaît correctement. Il est entomologiste, il est le directeur du Centre de recherche entomologique de Cotonou au ministère de la Santé. Bonsoir, professeur Gilles Germain Pradonou. Bonsoir, cher ami journaliste William. Merci de m'accueillir dans ce bel environnement de l'université d'Abomey-Calavi. Exactement. Alors, on a dit, on parlera des moustiques. Ça pourrait paraître un peu bizarre pour les téléspectateurs. Les moustiques, c'est quoi ces moustiques? Oui, les moustiques, ce sont des animaux invertébrés, c'est-à-dire des animaux sans os. C'est des animaux qui ont un corps divisé en trois parties, une tête, un tronc et un abdomen avec des pattes, généralement 6 paires de pattes. Particulièrement, les moustiques sont considérés comme des diptères, c'est-à-dire des insectes ailés et qui ont généralement 2 paires d'ailes. Voilà, et ce sont des animaux qui sont plus ou moins nuisibles, effectivement. Ah, vous dites là, plus ou moins nuisibles. Oui, ils sont nuisibles, mais ils sont aussi utiles. Raison pour laquelle je dis plus ou moins, dans la mesure où sans les moustiques, nous aurions un certain nombre de problèmes dans l'environnement. Et les moustiques particulièrement interviennent dans la pollinisation des fleurs et dans la purification de l'environnement. D'abord, ils vivent dans des milieux où il y a de l'eau. Oui, les moustiques, évidemment, la femelle des moustiques pond généralement dans l'eau. Dans l'eau, ouais. Elle pond dans l'eau, raison pour laquelle on recommande souvent de ne pas laisser des conteneurs tout autour au niveau de notre environnement pour éviter que ces moustiques pondent et ne nous nuisent plus tard. Donc, le moustique, il se développe dans les eaux, effectivement, mais c'est une partie de son cycle de développement qui se passe dans l'eau. Le moustique pond ses œufs dans l'eau. C'est l'adulte, la femelle adulte qui le fait. Et quand celle-ci pond ses œufs dans l'eau, les œufs vont se développer pour donner des larves de différents stades. C'est ça que nous appelons communément les wedou-wedou, que nous observons souvent dans les eaux. Ouais. Et quand on laisse de l'eau dans une jarre ou bien dans un seau, quelques jours après, 3-4 jours après, on constate que nous avons ces wedou-wedou, donc ces larves, qui vont se développer pour donner des nymphes. Et les nymphes sont généralement immobiles et ce sont ces nymphes qui vont se développer pour donner plus tard le moustique ailé que nous connaissons et qui va quitter l'eau et s'envoler directement pour aller piquer ou aller prendre un peu de sève s'il n'avait pas assez d'énergie pour lui permettre de s'envoler. Et c'est pour ça qu'il faut aussi vivre de façon éloignée d'un environnement marécageux, humide, où il y a généralement beaucoup de moustiques. Parce qu'en restant proche des marais, et qu'est-ce que nous favorisons? Nous raccourcissons le cycle gonotrophique, c'est-à-dire le temps que le moustique va mettre de quitter son milieu de vie pour atteindre un autre comme nous et venir prendre son sang. Plus c'est court et plus la transmission des maladies est rapide et importante. Donc il faut vivre souvent éloigné. Donc quand le moustique, il a ses hôtes à côté, il a ses proies, je vais dire, hein, il vient prendre son repas de sang chez nous ou bien chez les animaux qu'il y a autour et cette fois-ci va assurer la maturation de ses œufs et retourner encore pondre. Et le premier cycle gonotrophique est fini là. Et lorsqu'il va finir cette ponte, il va encore à la recherche d'un autre repas de sang et ainsi de suite. Et en ce moment, le plasmodium qu'il y a en lui, ce plasmodium va se développer, mûrir, et il va le transmettre aux humains qu'il aura eu à piquer. Et ceux-ci vont commencer donc par développer des maladies. Si c'est le plasmodium, si ce n'est pas le plasmodium, si c'est des virus, donc il va les transmettre et ces virus vont commencer par nous causer des maladies ou bien les plasmodiums vont commencer par nous causer des maladies. Donc voilà comment le moustique est nuisible. Mais par rapport à son utilité, je dirais que lorsque le moustique vit dans l'eau, évidemment, ce sont ces larves qui vivent dans l'eau. Les larves assurent la purification des eaux. Elles se nourrissent des matières organiques et en décomposition, donc assurent la minéralisation donc, de ces matières organiques. Vous savez, la matière organique aussi est constituée d'un certain nombre de substances qui sont des substances azotées. La présence de l'azote
dans l'environnement entraîne certaines odeurs, favorise certaines odeurs qui ne sont pas agréables pour nous. Et c'est nauséabond. Et en assurant donc la minéralisation, donc en transformant ces substances azotées, ces substances organiques, le moustique contribue ainsi d'une façon ou d'une autre à la purification des eaux. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le moustique assure la pollinisation de certaines fleurs. Il y a certaines fleurs qui sont extrêmement petites et il faudrait que ce soit les moustiques qui les pénètrent pour les polliniser, c'est-à-dire pour déposer le grain de pollen sur le stigmate, c'est-à-dire sur la partie femelle, de la fleur. Donc, cela va se déposer là-dessus et cela va permettre, donc ces grains de pollen qui représentent la partie mâle qui porte les spermatozoïdes, ils vont s'unir maintenant donc avec le stigmate qu'il y a au niveau du pistil et les spermatozoïdes donc vont s'unir avec l'ovule et c'est ça qui va donner la fécondation, ça va donner les graines. Donc vous voyez, sans les moustiques, ces fleurs n'auraient pas pu assurer leur reproduction sexuée, leur pérennité. Ça c'est un autre aspect. Et l'autre que je voudrais aussi développer, c'est l'intervention des moustiques, leur utilité dans les chaînes alimentaires. Quand je dis chaîne alimentaire, c'est un ensemble d'individus où les uns mangent ceux qui les précèdent avant d'être mangés par ceux qui les suivent. Ouais. Donc, je prends par exemple un margouillat qui va manger le moustique, ce qui est bien possible, ou la chauve-souris qui va manger le moustique. Vous voyez, avant d'être mangé par un autre animal. Or, il y a beaucoup d'oiseaux, beaucoup de chauves-souris, beaucoup de reptiles qui se nourrissent de ces moustiques. Et il y a aussi les poissons et d'autres animaux invertébrés, des crustacés, qui sont aussi larvivores. Et c'est d'ailleurs de là qu'on a imaginé l'utilisation d'un certain nombre de poissons, on va revenir là-dessus, qu'on utilise pour pouvoir lutter contre la prolifération des moustiques. Ce sont des poissons larvivores. Je donne l'exemple de Gambusia et Aphinis, qui est un poisson, un petit poisson, donc qui se nourrit des larves de moustiques. On le retrouve aussi au Bénin aussi, ces genres de poissons? Il y a d'autres, non, il n'y en a pas au Bénin. Il n'y en a pas au Bénin, mais il y a d'autres espèces quand même de poissons qui se nourrissent aussi des larves de moustiques. Et on peut les importer également, mais il faut faire attention à l'importation de cette espèce. Donc, les moustiques interviennent dans les chaînes alimentaires, interviennent dans la pollinisation, interviennent dans la purification de l'environnement et je dirais donc que les moustiques sont utiles. Mais quand on dit les moustiques sont utiles, vous dites qu'est-ce que disent ces gens-là? Non. Les moustiques sont utiles parce que s'il n'y avait pas les moustiques, il n'y aurait peut-être pas certaines espèces végétales et il n'y aurait pas une possibilité peut-être de vie aisée au niveau donc de l'environnement des marécages. Les moustiques ont pleinement leur rôle à jouer dans l'environnement. On n'aurait même peut-être pas certaines espèces d'oiseaux. La preuve, on a fait la pulvérisation des insecticides dans certaines localités pour pouvoir lutter contre les moustiques. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Et plus tard, on a constaté la disparition de certaines espèces d'oiseaux. Et on s'est rendu compte plus tard que cela est lié au fait qu'il y a un certain nombre d'espèces d'insectes, dont les moustiques en majorité, qui ont disparu. Et on a constaté que ces insectes, donc ces moustiques, faisaient partie de la chaîne alimentaire et c'était donc un élément de nourriture pour ces oiseaux. Ces oiseaux ne trouvant donc plus de moustiques pour leur nourriture, évidemment, ils ont disparu. La chaîne est rompue. La chaîne est rompue, ces oiseaux ont disparu, tout simplement. Comme quoi, les moustiques sont aussi utiles pour l'environnement. Même si on dit que chaque seconde, nous perdons une vie. Oui, chaque minute, nous perdons une vie humaine. Le paludisme tue et continue de tuer. Et c'est pour ça que nous devons aussi lutter contre les moustiques. Et lutter contre les moustiques, c'est ramener leur population à un niveau extrêmement bas, c'est-à-dire en dessous du seuil de nuisibilité. Parce que le moustique, quand il nous pique, il nous transmet le Plasmodium falciparum. Le Plasmodium falciparum, c'est un animal, un petit animal, un micro-organisme, qui vit dans notre cellule sanguine. Et c'est pour ça, généralement, et quand il y vit, il le pénètre, il se multiplie par des mitoses, c'est-à-dire par des divisions successives. Et les hématies s'éclatent.
les hématies s'éclatent, nous perdons de sang. Or, vous savez, le sang transporte par le biais de l'hémoglobine qu'il contient l'oxygène. Et l'oxygène est indispensable à la vie humaine. L'oxygène est indispensable pour notre métabolisme. Et cet oxygène n'est plus disponible lorsque les hématies s'éclatent. Donc, il y a un certain nombre d'organes qui cessent de fonctionner, dont le système nerveux, qui est très avide d'oxygène. Et quand ça touche le système nerveux, c'est grave. Vous pouvez entrer directement dans le coma. Et c'est ça qui explique généralement les cas de mortalité que nous avons. Ou bien, quand beaucoup de globules rouges éclatent, il y a l'anémie, une anémie sévère qui frappe les enfants. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'on recommande en période de pluviosité, de forte pluviosité, et que nous puissions donner notre sang pour sauver des vies humaines. Des vies humaines en danger. Que je voudrais inviter, profiter donc de cette occasion pour que les populations puissent aller donner de leur sang. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui est invité, mais quand vous vous sentez apte voilà, et le médecin vous conseille d'aller le faire, faites-le pour pouvoir sauver des vies humaines. Parce que c'est indispensable. Ça pourrait ne pas être nous-mêmes, et ça pourrait ne pas être directement nos enfants, un parent proche, mais quand même quelqu'un qu'on pourrait aider, qu'on peut aider, et en contribuant comme ça, nous rendons service à l'humanité. Merci pour cet appel que vous lancez aux gens pour aller donner du sang, parce qu'il nous faut, surtout en cette période où nous traversons, les moustiques, il y en a beaucoup aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée des différentes espèces de moustiques que nous avons? Au Bénin, si je vais considérer le sud, le centre, bon, à moins qu'on fasse peut-être d'autres études, de façon globale, on a en moyenne actuellement 25 espèces. 25 espèces de moustiques au Bénin. Qui sont recensées. Et on pourrait en avoir plus si on fait une étude, bonne étude longitudinale qui couvre tout le pays. Parce que les données que je viens de vous fournir sont des données datant de 2024 pour une étude qui a été réalisée dans Kové-Wenhi et Zanyanando. Parmi ces espèces, nous avons le genre Culex. Et ce sont les moustiques qui transmettent les filarioses. Nous avons le genre Aedes. Au Bénin aujourd'hui, nous avons Aedes albopictus et Aedes aegypti qui sont d'importance médicale. Il y a d'autres types d'Aedes, l'Uteocéphalus, qui ne transmettent pas des maladies chez nous. Mais généralement chez nous, c'est Aedes albopictus et Aedes aegypti qui transmettent la dengue. Et la dengue est une maladie également qui tue. Et d'ailleurs, il est difficile de pouvoir lutter contre cette maladie parce qu'il n'y a pas encore de vaccin suffisamment prouvé qui puisse aider à pouvoir on a les mêmes symptômes que le paludisme, mais c'est différent. Exactement. La dengue, évidemment, a les mêmes symptômes que le paludisme. Et il faut faire attention. Il faut faire attention quand on tombe malade. Il faut aller vers un centre de santé et pour les diagnostics pour que vous ne puissiez pas faire de l'automédication à la maison et croire peut-être que vous souffrez du paludisme alors que c'est la dengue. Et si jamais c'est la forme grave de la dengue, vous pouvez en mourir facilement dans les heures qui vont suivre. Donc il y a aussi le genre Anopheles, dont les espèces Anopheles gambier, qui a d'autres sous-espèces. Nous avons Anopheles gambier sensu stricto, Anopheles colusi, qui sont des espèces qui transmettent le paludisme, qui transmettent le plasmodium, Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, et qui sont des protozoaires nocifs, nuisibles pour notre santé. Nous avons également l'espèce Mansonia. Nous avons Mansonia, Mansonia africana, Mansonia uniformis, que l'on retrouve au niveau généralement des zones marécageuses. Les larves se développent au niveau d'un certain nombre de plantes aquatiques. Ces espèces aussi transmettent certaines maladies, et notamment les filarioses, un certain nombre de virus. Elles sont pas aussi dangereuses que ces maladies, que le paludisme? Pas en tant que tel, non. Dengue. Le paludisme, non. Au Bénin, le paludisme est la première cause de consultation dans nos centres de santé, la première cause de mortalité également. Et chaque année, nous avons au moins 2000 cas de paludisme. Je crois l'année 2024, on doit avoir autour de 2291
Cas de paludisme. Non, de décès dû au paludisme. Ah, de décès lié au paludisme. Ouais. 2000 et quelques. Bien sûr. Mais c'est beaucoup. Il ne faut pas baisser la garde, il faut tout faire et pour pouvoir lutter contre le paludisme. Il faut dormir sous moustiquaire et il faut prendre les comprimés. Et quand on le demande, il faut se soigner et aller vers un centre de santé quand cela est nécessaire. Donc voilà les différentes espèces dont j'ai parlé. Donc nous avons les gens Aedes, et nous avons les gens Culex et Mansonia, et nous avons aussi le genre Anopheles, qui sont les différentes espèces que l'on rencontre généralement chez nous. Il y a d'autres espèces également de moustiques, d'autres genres que je n'ai pas cités, mais ce n'est pas tous les moustiques qui sont nuisibles à l'homme. Il y en a qui vivent seulement dans l'environnement, ils ont évidemment, pour rôle il y en a qui vivent de dans purifier l'eau, voilà. Ouais. La pollinisation, c'est tout. Qui assure la purification de l'eau, comme je l'ai dit, et qui contribue à la pollinisation des plantes, des fleurs. Est-ce que la présence des arbres, comme nous avons dans cet environnement, peut aussi permettre la prolifération de ces insectes? La coupe des plantes et la pulvérisation spatiale sont des méthodes que l'on utilise pour pouvoir lutter contre les moustiques adultes. Et je vais vous dire, la plupart des moustiques adultes qui sont exophiles, c'est-à-dire ceux qui aiment se reposer à l'extérieur, vivent dans les arbres, dans la végétation, dans les coins, dans les endroits cachés. Et je crois que tout à l'heure, quand j'étais assis, il y avait des Aedes. D'ailleurs, il y en a là. Il y en a qui se baladent. Je trouve autour de vous qui se baladent. Ce sont des repères pour les moustiques. Ce sont des repères pour les moustiques. Et autour de nos maisons, ne laissons pas la végétation se développer. Ce n'est pas qu'on ne va pas planter des arbres. Mais quand nous les plantons à un moment donné, quand nous sentons qu'il y a une forte agressivité autour de nous, et il faut faire une pulvérisation spatiale. Il faut faire une pulvérisation spatiale. Parfois, il y a d'autres types d'enjeux. Dans le cas du développement touristique, dans un endroit où quand même vous constatez que l'agressivité est très forte. Parce que les moustiques ne transmettent pas que des maladies, mais ils nous piquent. Et quand les moustiques vous piquent sérieusement, vous sortez. Et c'est une horde donc, de moustiques qui vous agressent, qui vous poursuivent. Non, là, il faut procéder à une pulvérisation spatiale. Et il faut faire un peu de coupe au niveau des arbres. Et quand vous avez aussi des fleurs, vous finissez de nettoyer le pourtour, il faut agiter un peu les fleurs. Les fleurs pour... Les plantes, la végétation que vous avez chez vous, pour permettre à ce que les moustiques adultes s'échappent. Oui. C'est nécessaire. Ou si vous avez les petites bombes à insecticides, on peut les pulvériser à l'extérieur au niveau des plantes à fleurs. C'est bien possible. On peut puisque nous les utilisons dans les chambres. Alors on peut le faire aussi. On peut le faire. Mais au niveau des arbres, c'est conseillé, c'est recommandé et de pouvoir les couper à un moment donné pour pouvoir lutter. Ça fait partie des méthodes qui sont utilisées dans le cadre de la manipulation de l'environnement. Il faut couper les espèces végétales. Ce n'est pas qu'il faut les couper entièrement et les enlever, non. À un moment donné, les arbres vont encore se développer, vont donner des feuilles, etc., vont pouvoir se reproduire normalement. Mais il ne faut pas laisser les arbres se développer, que ça devienne une forêt à la maison là où on vit, non. C'est des gîtes potentiels de moustiques. Et il faut nettoyer aussi et enlever tout ce... Regardez au niveau des troncs, au niveau s'il y a des creux et autres, pour pouvoir mettre peut-être de l'eau savonneuse et verser à l'intérieur de ces creux pour pouvoir éliminer les larves. Et maintenant ramasser les différents récipients qu'il y a, les conteneurs. On finit de manger le coco. On aime tellement, comment on appelle ça, l'eau de coco que nous buvons. Vous savez, quand on jette et le reste, le mésocarpe, c'est-à-dire la noix avec ce conteneur-là, quand on jette, généralement, c'est des points d'accumulation d'eau quand il pleut. Évitons de jeter ça dans nos cours. Si on veut les utiliser à la cuisine, parce que quand ça se sèche, c'est bien, on les utilise parfois à la cuisine. Pour le feu. Quand on l'utilise pour le feu, on les range. Il faut que la partie où nous les rangeons, qu'elle soit couverte. Mais si nous ne voulons pas les utiliser, les jeter pêle-mêle dans la cour, non. Donnons-les à ceux qui peuvent les utiliser. Sinon, quand nous les laissons pêle-mêle dans la cour, l'eau s'accumule dedans, au niveau de ces noix, au niveau donc de ces restes. Et pour lesquels nous avons utilisé l'eau de coco que nous avions bu, l'eau s'accumule dedans. Et c'est des gîtes potentiels de développement de moustiques. Donc, quand il pleut, l'eau s'accumule dans tout ce qui peut être récipient.
Même les briques creuses, faisons attention. Les briques creuses aussi accumulent de l'eau. Supposons que dans notre maison, sur notre cour, nous avons mis en place des briques parce que nous avons un projet de construction. En période pluvieuse, il faut les retourner. Pour éviter que l'eau ne stagne, ne s'accumule. Créer voilà, un gîte larvaire. Oui. Les sachets, il faut éviter l'accumulation des sachets plastiques. C'est un autre danger potentiel pour la mise en place des gîtes. Parce que vous savez, les sachets sont imperméables. Et quand il pleut, l'eau s'accumule au niveau de ces sachets. Et quand nous les avons dans nos cours ou bien dans un endroit, dans la cour, il suffit d'une petite quantité d'eau pour Aedes albopictus, par exemple, pour pouvoir aller pondre ses œufs. Ce n'est pas normal de laisser traîner les sachets. Tout ce qui est imperméable, qui peut retenir de l'eau, évitons de les laisser traîner autour de nous. Donc voilà, on aura peut-être le temps d'en parler. Peut-être que je vais revenir là-dessus lorsque je vais parler de la manipulation environnementale. Justement, on va maintenant aborder les différentes méthodes de lutte contre cette prolifération des moustiques. Voilà, d'abord, il y a la méthode chimique. Non, on ne va pas considérer la méthode chimique comme une méthode environnementale. Non, pas environnementale, mais c'est quand même une méthode de lutte. Oui, évidemment. La méthode chimique est une méthode de lutte. Et c'est cette méthode qui nous permet de faire appel à un certain nombre d'insecticides. Les pyrétrinoïdes, les organophosphories. Par exemple, si j'ai à la maison l'insecticide que je peux pulvériser dans les fleurs, donc ça aussi c'est la méthode chimique. Oui, c'est une application chimique. Voilà. Ça c'est clair, c'est une application chimique. Donc, le fait d'utiliser cette méthode a entraîné le développement de la résistance du moustique, évidemment. Et il y a également l'autre défi qui est aussi la résistance du plasmodium aux médicaments que nous prenons. Et c'est par rapport à ça qu'on a pensé développer un certain nombre de méthodes. Par exemple, en mettant des grillages à nos fenêtres. Et en acceptant, par exemple, là où vous êtes, vous avez porté une chemise manche longue. C'est recommandé avec votre pantalon et vous êtes protégé des pieds jusqu'au cou. Il n'y a que votre tête et vos mains qui soient libres. Ouais. Donc, le moustique aura des difficultés à pouvoir se poser sur vous et vous piquer. Et vous allez le sentir au niveau des autres endroits du corps qui sont beaucoup plus sensibles. Ce sont des méthodes personnelles qui permettent de pouvoir lutter. Par rapport à la modification de l'environnement, c'est ce que fait le gouvernement actuellement. Par la mise en place d'un certain nombre d'infrastructures pour pouvoir assurer l'assainissement de nos milieux. Les caniveaux qui sont en place. Le curage des caniveaux. Les différents égouts qui sont construits pour permettre l'écoulement de l'eau pluviale, les eaux de ruissellement. L'asphaltage qui est réalisé au niveau d'un certain nombre de quartiers. Ça, ce sont des méthodes de modification de l'environnement. Ça veut dire qu'hier, s'il y avait beaucoup de moustiques, aujourd'hui, ça va diminuer. Ça va diminuer, inévitablement, mais c'est cher, c'est lourd. Cela demande beaucoup de financement et ça se fait sur le long terme. Parce qu'aujourd'hui, quand nous allons dans certains quartiers de Cotonou, tels que l'Adji, pour aller chercher des larves, on en trouvait, surtout dans Akpakpa, on en trouvait suffisamment, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On n'en trouve plus comme par le passé. C'est difficile de trouver des larves d'anophèles aujourd'hui dans Cotonou. Je peux encore citer, comme méthode de modification de l'environnement, le nivellement de nos routes. Parce que vous savez, au niveau de nos routes, nous avons, du fait du mouvement des véhicules, des camions et autres, nous avons des crevasses un peu partout. Ouais. Donc, quand il nous arrive de pouvoir niveler, ou bien d'asphalter purement, on met du goudron et autres, c'est aussi une modification de l'environnement. Donc, quand on nivelle le sol, ça empêche l'eau de stagner, de ne pas pouvoir s'accumuler pour servir plus tard de gîte, de lieu de ponte pour les moustiques. Par rapport aux méthodes de modification de l'environnement, c'est celle que j'ai citée tout à l'heure en demandant qu'il nous faut par moment couper les fleurs, nettoyer les pourtours de nos maisons. Après, les plantes vont encore pousser. Elles vont pouvoir pousser, elles vont pouvoir se développer, mais à un moment donné, il faut débrousser un peu. Il faut débrousser, c'est nécessaire. Et si nous avons de l'eau qui s'accumule au niveau donc des récipients et autres, il faut faire un nettoyage. C'est une manipulation de notre environnement.
Les méthodes biologiques maintenant. Pour les méthodes biologiques, nous avons des méthodes innovantes. Par exemple, la technique de l'utilisation d'un insecte stérile. On peut stériliser des mâles, beaucoup de mâles, par une manipulation génétique et les libérer dans l'environnement. Donc, ces mâles vont s'accoupler avec des femelles, par concurrence avec d'autres mâles. Ce qui va diminuer le nombre de femelles qui seraient féconds, qui pourraient pondre des œufs. Ok, donc on aura plus de moustiques mâles qui iront en contact avec des femelles, mais il n'y aura pas fécondation. Enfin, il n'y aura pas de possibilité de ponte d'œufs de façon normale, oui. de façon développée dans le cadre de l'évolution normale de la population. Ouais. Non, ça va diminuer. Il n'y a pas que cette possibilité. Il y a aussi le fait de faire des manipulations génétiques au niveau d'un certain nombre de moustiques. Et pour pouvoir les amener à ne pas pouvoir transmettre et pouvoir s'accoupler bien sûr avec les mâles, diminuer leur capacité, leurs compétences à pouvoir porter le Plasmodium falciparum. Okay. Donc, c'est aussi possible. Il y a d'autres méthodes biologiques. Vous savez, et comme nous aussi, nous sommes fragiles avec les bactéries, les virus, il y a un certain nombre de moustiques qui, en présence donc, des bactéries, n'arrivent pas à se reproduire normalement. Donc, on peut contaminer des moustiques avec ces bactéries ou bien même avec des champignons. Ces champignons, on les appelle des champignons entomopathogènes et qui vont empêcher ces moustiques de pouvoir se développer ou bien de pouvoir se reproduire normalement. Donc, ce sont autant de méthodes biologiques qu'on peut utiliser et qui se font, mais cela nécessite un coût financier assez important. C'est important. Dès le début, dès la mise en œuvre, c'est difficile. Mais plus tard, on peut avoir des solutions. Est-ce que déjà on le fait au Bénin? On le fait au Bénin? Non. Non, pas encore. Mais c'est difficile ici d'appliquer la technique de l'insecte stérile, tout simplement parce que c'est monospécifique. Et quand vous voulez l'appliquer, vous l'appliquez sur une espèce. Et nous avons une diversité. Si je prends le cas du paludisme seul, on n'a pas que Anopheles gambier sensu stricto. On a Anopheles colusi. On a Anopheles funestus qui transmettent le paludisme. Sans oublier qu'il y a d'autres sous-espèces, mais qui ne sont pas des vecteurs majeurs. Mais les vecteurs potentiels, c'est colusi. Ça veut dire qu'on va appliquer la technique de l'insecte stérile pour chacune d'elles. C'est un peu complexe. Ça va être très coûteux. Très coûteux. Il faut le faire aussi pour la dengue. Ça veut dire qu'il faut le faire également pour Aedes aegypti. Il faut le faire pour Aedes albopictus. Mais est-ce que cette méthode n'est pas plus efficace que non, c'est des méthodes efficaces. Mais là encore, il faut faire attention. Si nous on le fait, le Nigeria ne le fait pas. Ah, ça veut on dire le fait, le Togo ne le fait pas. Le Niger ne le fait pas. Quand vous appliquez la technique de l'insecte stérile, rassurez-vous que les moustiques ne viendront pas vous coloniser en venant d'ailleurs. Vous voyez, sur une île, par exemple, c'est bien faisable. Parce que la distance pour atteindre un autre territoire... Au niveau du Cap Vert et au niveau, je crois, de l'île Maurice, c'est bien possible. C'est-à-dire dans une région, une petite région qui est bien contrôlée, où les mouvements des vecteurs sont vraiment contrôlés et peuvent être handicapés par un certain nombre de facteurs, c'est possible. Mais au Bénin, je crois que l'application de la technique de l'insecte stérile serait extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Si on doit le faire de façon régionale, mais c'est très coûteux. D'abord, il faut élever les insectes. Il faut la législation, mettre en place une certaine législation qui vous autorise à le faire parce qu'on ne libère pas les insectes dans la nature comme on veut. Ah oui, parce que ces insectes manipulés de façon génétique peuvent occasionner d'autres problèmes. Parce qu'on ne maîtrise pas toujours les conséquences des manipulations génétiques. Et quand ça rentre dans la nature, qu'est-ce que ça peut causer? Il faut prendre un certain nombre de dispositions pour pouvoir réglementer, pour pouvoir contrôler, pour que n'importe qui ne se lève pas pour le faire. Et quand on veut le faire, que cela soit autorisé. Okay. Jusqu'à présent, je crois que les dispositions sont en train d'être prises
mais on n'a pas encore fait une manipulation génétique au Bénin, libérer, appliquer la technique de l'insecte stérile au Bénin. Est-ce qu'il y a des pays qui l'ont déjà appliqué? Il y a des pays qui le font, qui sont à l'expérimentation. Quel le cas pays du par Burkina exemple? et le cas du Mali, bien sûr. Ah oui. Au niveau du Burkina, ils sont en train de le faire. Et au niveau du Mali, ils sont en train de le faire. Et je crois qu'il y a également Djibouti. Il y a Djibouti également qui a commencé. Et là, pour pouvoir lutter contre Anopheles stephensi, parce qu'ils étaient pratiquement à la porte de l'élimination du paludisme. Et là, il faut reconnaître que Anopheles stephensi est le principal vecteur du paludisme chez eux. Donc en le faisant comme ça, actuellement, en le faisant, il pourrait arriver à pouvoir éliminer. Ce n'est pas comme chez nous, nous avons plusieurs espèces au moins qui transmettent donc cette maladie. En le faisant donc de la sorte, ils pourraient atteindre leur objectif. Parmi les méthodes biologiques, nous avons également cette méthode de lutte par l'utilisation donc des poissons larvivores et qui permet donc d'utiliser les prédateurs naturels et des moustiques pour pouvoir lutter contre eux. Donc on élève des poissons dans les eaux de façon normale et quand vous avez donc des eaux qui sont accumulées quelque part dans un récipient, vous pouvez aller jeter deux ou trois poissons. Ils vont dévorer tout ça. Qui vont les manger et qui vont manger les larves et vous êtes à l'abri des moustiques. On peut les mettre aussi dans les caniveaux. On peut les mettre dans tous les endroits où nous avons donc des possibilités d'avoir des moustiques, de développement donc des moustiques. On peut le faire. On peut le faire. Et il y a également d'autres méthodes environnementales par la manipulation de l'environnement dont j'avais parlé. On peut mettre des grillages au niveau de ces fenêtres. En milieu urbain surtout, où nous avons la possibilité de construire en dur, d'avoir des fenêtres bien faites. Et ce n'est pas fait avec de la paille comme dans les villages et autres, où les moustiques peuvent avoir plusieurs ouvertures pour entrer chez vous. On peut déjà fermer de façon naturelle les ouvertures que nous avons. Okay. Les portes, les fenêtres, ce sont des méthodes individuelles. On peut acheter des pièges. On peut acheter des pièges qui attrapent les vecteurs, qui attrapent les moustiques et qui attrapent d'autres insectes tels que les mouches, les chelicoïdes, etc. Bon, qui ne sont pas des moustiques bien sûr, mais qui sont des insectes nuisibles et de par leur agressivité à pouvoir piquer et autres. Okay. Donc voilà, et je crois que nous avons suffisamment balayé donc ces différentes méthodes environnementales pour pouvoir lutter contre les moustiques. Alors maintenant, je vais quand même qu'on parle un peu de ce que fait votre centre, le centre de recherche entomologique de Cotonou au ministère de la Santé. J'ai été une fois, j'ai vu, vous élevez même des moustiques. Je me dis, mais attends, ces gens, ils veulent faire quoi avec ces moustiques? C'est tellement pour étudier un peu leur morphologie, comment est-ce qu'ils se développent, aussi peut-être en venir un jour, peut-être pas à la lutte. Tout à l'exemple, ce que fait le Mali et le Burkina Faso, pourquoi pas? Oui, le centre de recherche entomologique de Cotonou, oui. D'abord, est une structure sous tutelle du ministère de la Santé. Et on conseille les programmes nationaux de lutte, tels que le PNLP et le PNLMT, pour pouvoir lutter contre un certain nombre de pathologies, dont l'onchocercose, la dengue, le paludisme. On les appuie dans les interventions qu'ils font. Je donne l'exemple simple des moustiquaires imprégnés d'insecticides que nous utilisons dans nos maisons. Vous savez, les moustiquaires sont imprégnés d'insecticides. Mais de quel type d'insecticides? On a mis les moustiquaires à la disposition des populations pour qu'elles se protègent. Mais si on n'est pas rassuré que l'outil que nous mettons à la disposition donc, des populations n'est pas un outil de qualité, ce n'est pas normal. Cela aurait été de la tricherie, cela aurait été un exercice de faux, un usage de faux. Ce n'est pas normal de mettre quelque chose dont nous n'avons pas apprécié la qualité, ne sommes pas suffisamment rassurés que c'est efficace avant de mettre ça à la disposition. Nous faisons ce qu'on appelle des tests de contrôle de qualité. Et nous nous rassurons que ces moustiquaires qu'on met à la disposition des populations sont efficaces contre les types de moustiques que nous avons chez nous. Okay. Parce que ce n'est pas toutes les moustiquaires que nous avons qui sont efficaces contre tous les types de moustiques. Non. Il y a des moustiques qui sont résistants aux pyrétrinoïdes. Contre certains types d'insecticides. Il y a d'autres qui sont résistants. Déjà, la résistance aux organophosphorés a commencé au Bénin. Mais elle n'est pas encore généralisée, elle n'est pas encore très avancée. Il y a des moustiques qui sont résistants au cabamate. Mais c'est vrai que... Ça veut dire quoi, cabamate?
Carbamat, c'est des insecticides, des types d'insecticides, c'est des familles. C'est une famille d'insecticides utilisés tels que les organochlorés comme le DDT. Et c'est aussi une famille, les organochlorés, mais un exemple, c'est le DDT. Une famille, c'est les carbamates dont je viens de parler. Et un exemple, c'est le benziocarbe, par exemple, et vendu sous le nom commercial de Ficam. Voilà. Donc, vous voyez, il faut contrôler. Et pour faire ce contrôle, nous avons besoin des moustiques. C'est pour ça que nous allons faire des prospections larvaires. On ramène les larves, donc les moustiques sauvages, les moustiques naturels que nous allons chercher, on les ramène au laboratoire et on les élève. Et ça nous permet de faire les tests pour contrôler, pour suivre. Et dans le même temps, nous élevons aussi des moustiques sensibles pour qu'on puisse détecter, pour qu'on puisse dire qu'un produit, qu'une substance est insecticide, il faut que cela puisse tuer d'abord l'insecte qu'est le moustique à une certaine dose. Nous appliquons cette dose au laboratoire. Donc quand vous voulez évaluer, supposons par exemple, vous avez extrait d'une plante un produit, et par exemple de la citronnelle, je prends le cas de Cymbopogon citratus ou de Cymbopogon gaianus, et qui sont des plantes desquelles on peut extraire un certain nombre de substances. Vous avez fait l'extraction et vous voulez l'utiliser. Vous devez recevoir du Centre de recherche entomologique de Cotonou une certaine approbation, puisque vous l'utilisez dans le secteur de la santé publique. Donc on doit essayer, on doit faire un contrôle de qualité pour voir d'abord est-ce que votre produit est insecticide, est-ce que ce n'est pas nuisible sur la peau. Puisque c'est un produit répulsif que vous allez utiliser après, passer sur le corps. Il nous faut ces moustiques de souche sensible pour faire les tests. Donc le Centre de recherche entomologique de Cotonou fait des tests de contrôle de qualité et en s'appuyant, en utilisant les moustiques de souche sensible et les moustiques de terrain et que nous avons. C'est ça qui justifie l'élevage. Et les autres activités que nous menons également, c'est de réaliser la surveillance entomologique. Et quand on parle de surveillance entomologique, en fait, il y a un certain nombre de sites que nous appelons des sites sentinelles. Ce sont des localités, un certain nombre de communes qui ont été définies de façon concertée avec le Programme national de lutte contre le paludisme pour pouvoir prendre des informations relatives à l'évolution de l'infection des moustiques au Plasmodium falciparum. Et cela permet plus tard de corréler les informations que nous avons avec les différents cas de paludisme. Et à l'évolution également de la densité des vecteurs, à l'évolution de la présence d'un certain nombre d'espèces, pour voir en fait, pour pouvoir permettre donc à l'autorité de pouvoir riposter en son temps, supposons qu'il y a une épidémie. Donc nous avons, nous, les informations qu'il faut, parce qu'on suit également la résistance des vecteurs. C'est-à-dire que chaque mois, nous allons sur le terrain et nous collectons les larves, comme on vous l'a dit, et puis nous élevons, après on soumet les adultes à des tests insecticides, un certain nombre d'insecticides, des différentes familles dont je viens de parler. Et puis ça nous permet de savoir si ces insectes et ces moustiques sont toujours résistants ou pas, ou si entre-temps, parce que la résistance a changé, c'est-à-dire si les moustiques sont devenus sensibles. Parce que la résistance aussi est un phénomène dynamique. Dans la mesure où les moustiques sont des individus, sont des êtres vivants, et ils changent de comportement, il peut arriver qu'ils deviennent sensibles ou qu'ils deviennent beaucoup plus résistants. Et en son temps, donc, lorsqu'il va falloir lutter, conseiller le Programme national de lutte contre le paludisme ou le Programme national de lutte contre les maladies transmissibles, quel type d'insecticide il faut utiliser? On n'a plus besoin d'attendre quelques semaines pour avoir les résultats, non. Immédiatement, vous demandez au Centre de recherche entomologique de Cotonou, je suis dans telle localité et je voudrais avoir un certain nombre d'informations relatives aux différents types de moustiques que nous avons ici, quelles sont les espèces et quel type d'insecticide on peut utiliser. Nous, on peut vous le dire. Les moustiques sont résistants, la résistance est très avancée dans cette localité, dans cette commune, et vous pouvez faire votre intervention et cela sera efficace. Donc voilà ce que nous faisons. Donc nous faisons le suivi entomologique, apprécier la diversité des moustiques, la densité de leur population. Et nous faisons cette surveillance entomologique en suivant
leur comportement face aux insecticides. Donc, on fait le suivi de la résistance. C'est très important pour les programmes de lutte. Parce que c'est ça qui leur permet à ces différents programmes d'être beaucoup plus efficaces, d'être beaucoup plus précis par rapport à leur intervention. Okay. Pour pouvoir lutter contre quelqu'un, il faut le connaître d'abord, avoir les informations qu'il faut avant d'aller vers lui. Ces informations concernant les moustiques, nous les fournissons. Et nous travaillons main dans la main. La preuve, on a une structure du ministère de la Santé. Est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui au Bénin, on maîtrise tout ce que nous avons comme espèce de moustiques? Oui, on les connaît pour la plupart. Et on sait comment on peut lutter contre ces insectes en cas d'épidémie. Est-ce qu'un jour on pourrait arriver Maintenant, à éliminer complètement? On n'a pas assez de moyens. C'est le vrai problème qui se pose. Il y a plein de moyens. Il y a un problème de moyens qui se pose. Mais on peut utiliser aussi les moyens de bord. Mais au ministère de la Santé, quand même, il y a quand même un peu de sous. Hein. Oui, il y a des sous. Mais c'est vrai que le gouvernement aussi contribue. Mais il y a aussi les partenaires financiers qui interviennent. Et vous savez que récemment, il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises par rapport à l'appui, l'aide apportée par l'USAID. Bon, il y a cette partie donc, qui est aujourd'hui coupé. Qui est coupé. Et vraiment, c'est difficile. Mais nous allons faire avec ce que nous avons. Et nous allons réfléchir autrement et trouver d'autres solutions. Alors, quand on parle de lutte contre le paludisme, de gérer un peu le déplacement des moustiques dans la sous-région, tout à l'heure on a dit le Nigeria, si on ne fait pas le travail avec ces pays limitrophes, on risque de mener un combat ou du moins une bataille qui n'est pas gagnée d'avance parce que là-bas aussi le travail n'est pas fait. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser à une action régionale pour venir à bout de ces espèces? Bien sûr, il y a les programmes nationaux de lutte contre le paludisme qui se concertent. Mais on a dit paludisme. Et il y a aussi d'autres consortiums qui ont été mis en place, par exemple dans le cadre de la lutte contre les arboviroses, mais qui reçoivent des financements venant du Nord, je veux dire de l'Europe des Occidentaux. Pays du Nord, oui. En grande partie. L'OAS est là, c'est la structure régionale qui devrait appuyer, qui devrait aider, mais il n'y a pas assez de financement. Donc nous dépendons beaucoup plus des financements des structures européennes, financement du Fonds mondial, financement de l'Union européenne, de la Banque mondiale, etc. Mais des financements venant directement de l'OAS, c'est pouvoir difficile. Au niveau de la sous-région, les pays se concertent. Il y a des réunions qui se font pour lutter contre un certain nombre de maladies, mais ce n'est pas encore ce qu'il faut. C'est-à-dire que nos pays doivent faire un peu d'efforts aussi. Évidemment, au niveau des chefs d'État, au niveau des gouvernants. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des réunions qui sont faites pour pouvoir penser à la lutte donc, de façon autre. Mais il faudrait dire que beaucoup reste à faire. On a encore beaucoup de chemin à parcourir. On n'a encore rien fait, vous le dites. Les priorités ne sont parfois pas les mêmes. Les priorités ne sont parfois pas les mêmes. Et si je prends par exemple le cas du Burkina, où ils avaient peut-être la dengue qui sévit et qui est un problème de santé, puis ce n'est pas encore le cas au Bénin. Et si moi j'ai le problème du paludisme, et que je n'ai pas celui de la dengue, ma priorité c'est d'abord le paludisme. Donc il y a ces divergences, cette diversité de défis qui justifie donc le fait qu'à des moments donnés, on ne pourrait pas, mais néanmoins, il y a quand même une certaine concertation qui se fait pour pouvoir lutter donc de façon efficace. Ça se fait de façon annuelle, même semestrielle, soit au niveau de là, il y a des réunions que nous faisons. Par exemple, dans le cadre de la lutte contre l'onchocercose, cela se fait bel et bien, et en collaboration avec le Nigeria, avec le Togo. Alors, professeur Gilles Germain, pardonnons. Ouais. Alors, les moustiques, plus nuisibles qu'utiles, ou bien plus utiles que nuisibles? Non, les moustiques sont nuisibles, il faut les tuer, mais on peut les maintenir à un seuil parce qu'ils sont toujours utiles. Mais il faut lutter contre les moustiques. Moi, il faut lutter contre les moustiques. Il faut lutter contre les moustiques. Ce sera tout pour votre émission. Vous l'avez compris, les moustiques sont utiles, sont aussi nuisibles. Alors, il faut trouver le juste milieu parce que, qu'on ne veuille pas, c'est un élément de la chaîne alimentaire des animaux. C'est aussi quand même quelque chose qu'il faut utiliser pour d'autres recherches, comme par exemple au niveau de votre centre entomologique. Mais bien sûr, on fait des recherches sur les moustiques. Ouais. Et on a mis en place un certain nombre d'outils de lutte antivectorielle
Et c'est dans le cadre de la préservation de la santé des populations. Ouais. Mais l'intervention donc des moustiques dans le secteur, par exemple utiliser les moustiques comme aliment pour... non, ce n'est pas encore fait. Et là également, donc c'est encore pour demain, parce que pour le moment, les moustiques transmettent les maladies. Donc la priorité, c'est d'éviter d'abord les maladies. Ok. Oui. Merci beaucoup, alors, professeur J. Germain Kpadonou. Vous êtes entomologiste et puis le directeur du Centre de recherche entomologique de Cotonou au ministère de la Santé. Ce sera tout pour votre émission. Vous avez quelque chose à dire ça rapidement? Oui, c'est inviter les populations à pouvoir faire un aménagement autour de leur maison, un assainissement, et à couper les arbres. Ce n'est pas enlever, détruire les arbres. Non, non, non. Ce n'est pas les enlever, élaguer les déraciner, quelques branches. Élaguer quelques branches, pardon. Au niveau des fleurs également, bien les entretenir. Au niveau des gazons, les tailler, enlever tout ce qui est conteneur, tout ce qui peut retenir de l'eau autour de nos maisons et conseiller ceux qui sont autour de nos maisons pour le faire, à le faire comme nous. Si on le fait et on dort sous les moustiquaires, nos moustiquaires, chaque jour, je crois qu'on serait à l'abri du paludisme, à l'abri de la dengue. Merci beaucoup à vous. Vous l'avez compris, nous sommes à la fin de votre émission Le Portail de l'environnement. Bonsoir chez vous.